Salam alaikum Azul Foulaouen, bonsoir. Le top 3 de la semaine, on va traiter quelques sujets qui ont marqué cette semaine, comme d'habitude. Rétro-info de la semaine. On a des invités, un beau plateau aujourd'hui. On va essayer de traiter des disparus, des intempéries, les déclarations de Roulem Allah, de Green et Bedoui, les droits de l'homme, Ali Belhadj et Fakhar. Donc, comme d'habitude, on commencera d'abord par les titres et on reviendra. TSA, intempéries, 16 morts, plusieurs routes coupées, par Soumaya Massoum. Algérie Focus, assassinat de Boudiaf. Bouabdallah Rolamla accuse ceux qui l'ont ramené par MM. Parti UDM, qui a tué qui et qui a fait disparaître qui, par la rédaction. Merci à Houssine pour les titres. On a avec nous sur le plateau, avec un grand plaisir, M. Hassan Hirash, docteur en sciences économiques et spécialiste de la PNL, programmation neurolinguistique. M. Ibrahim Younsi, président de l'UDM, Union des démocrates musulmans. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir. Monsieur Samir Belatash, militant des droits de l'homme. Bonsoir. Des Hchicha. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, messieurs, d'être avec nous aujourd'hui. Et on aura aussi par Skype Maître Rachid Mesli qui sera avec nous. Rachid Mesli, salam alaikum. Wa alaikum salam. Bonsoir, merci d'être avec nous, Maître Rachid Mesli, qui est directeur juridique d'Al-Karama. On traitera des sujets donc, qui ont marqué l'actualité algérienne cette semaine. On parlera des disparus, donc le chiffre qu'a annoncé M. Sellal, le Premier ministre. Il a parlé de 96% des dossiers de disparus qui ont été classés. On reviendra sur ce sujet, surtout avec l'intervention de Maître Rachid Mesli. Les intempéries, qu'est-ce qu'ils ont fait comme dégâts? Chaque année, c'est la même histoire. Les déclarations de Roulam Allah sur Boudiaf, les Rahmou, Green, Bedoui et les droits de l'homme sur Ali Belhadj et Fakhar. On commencera par les disparus avec vous, Maître Rachid Mesli. On a entendu un chiffre, M. Sellal, qui annonce 96% donc, des dossiers des disparus qui ont été classés. Comment il a sorti ce chiffre alors qu'il reste des milliers de familles qui sont toujours à la recherche de leur chair? Alors oui, j'ai en effet vu la déclaration du Premier ministre qui dit que 96% des dossiers ont été traités. En fait, ce chiffre ne veut absolument rien dire parce que le mot traité lui-même peut prêter à équivoque. Traité en matière de disparition forcée ne veut absolument rien dire. On ne traite un cas que lorsqu'il est définitivement clarifié, c'est-à-dire que lorsque on connaît la vérité sur le sort de la personne qui a disparu. Donc, comme tout le monde le sait, il y a très peu de cas, sur les 3000 cas qui ont été soumis au groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées, il y a une dizaine de cas qui ont été à ce jour clarifiés. Donc l'immense majorité des cas de disparition forcée n'ont non seulement pas été clarifiés, mais évidemment on ne peut pas dire qu'ils ont été traités. Si le Premier ministre fait allusion aux indemnisations ou ce qui a été présenté comme des indemnisations aux familles des disparus et pense que c'est de cette façon qu'il peut absoudre les criminels de leurs responsabilités, bien évidemment, cela ne marchera pas, parce que sur le plan du droit, ce n'est pas le fait d'indemniser ou de donner quelques milliers de dinars aux familles de disparus qui va changer les choses ou qui va permettre
de classer cette affaire définitivement. Parlons de vous, Maître Rachid Mesli. Vous-même avez été enlevé et même porté disparu. Est-ce que vous pouvez nous dire ça a été en 1996? Oui, évidemment, comme beaucoup d'Algériens, simplement, moi, j'ai eu la chance d'être encore vivant aujourd'hui, mais j'ai effectivement été enlevé en 96, en juillet 96, par les services de sécurité algériens. Et comme j'étais avocat et que déjà à cette époque, je m'occupais des dossiers des disparus, mes confrères avocats, à ce moment-là, sont allés voir le ministre de la Justice, Adami à cette époque, et ils lui ont posé la question, ils lui ont dit, écoutez, nous sommes convaincus que notre confrère a été arrêté par la police ou par le DRS, vous devez le libérer, vous devez nous dire la vérité. Et le ministre de la Justice à cette époque leur a dit non, Maître Mesli a été enlevé par un groupe terroriste. Vous voyez, donc comme des milliers d'Algériens, disons que les autorités ont tout de suite nié mon enlèvement et si ce n'était enfin une erreur qui a été commise par la police qui est venue perquisitionner mon cabinet, bien évidemment, je n'aurais jamais réapparu. Et quand on a entendu Nazar en 2016 faire une déclaration, il a dit que je comprends les souffrances des familles donc des disparus, mais je peux vous assurer que beaucoup d'entre eux ont rejoint les maquis terroristes sans informer leurs familles et leurs proches. Bon, écoutez, c'est ancien, c'est un justificatif qui est invoqué par la diplomatie algérienne depuis une quinzaine d'années. Ils essayent, le régime algérien essaye de justifier les disparitions forcées par le fait que, soi-disant, ces personnes seraient à l'étranger ou auraient rejoint le maquis. Moi, vous savez, lorsque j'étais avocat, les personnes dont on enlevait les enfants ou le père ou le frère, lorsqu'ils venaient me voir à mon cabinet, ils venaient avec des preuves. Ils me déclaraient que ces personnes étaient arrêtées devant tout le monde, que la police ou la gendarmerie ou l'armée étaient venus avec des véhicules blindés pour procéder à l'enlèvement. Il y avait à chaque fois des dizaines de témoins de ces enlèvements et de ces arrestations. Donc, toutes les personnes qui ont été signalées comme disparues sont de vrais disparus. Vous savez, nous n'avions jamais enregistré de cas de disparition forcée sans que nous soyons certains que ces personnes étaient effectivement des disparus. Et nous avions les preuves, et nous avions toutes les preuves que ces personnes avaient été arrêtées par les services de sécurité algériens. Maître Rachid Mesli, je reviendrai à vous, mais j'ai une petite vidéo, donc ça c'était durant la campagne électorale de Bouteflika, il n'était pas encore président. Il y avait une maman qui avait demandé donc, où est son fils. Donc on entend la vidéo et on revient à vous.
Donc ça, c'était les paroles de Abdelaziz Bouteflika qui n'était pas encore président. Donc comment on peut s'en sortir de cette guerre si on ne dit pas les Fatmet. Maître Rachid Mesli, je vais revenir à vous après sur des chiffres et peut-être des questions plus précises concernant le juridique, mais j'aimerais donner la parole à M. Hassan Hiraj. Qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, écoutez, d'abord je viens de regarder une fois de plus la vidéo de Bouteflika parlant de ce drame. Ce qui m'intéresse, ce n'est même pas le discours, ce n'est même pas le contenu, mais c'est tout simplement l'expression. On voit le mouvement des mains qui veut taper, qui veut étrangler la personne. On voit cette colère qu'il ne fallait pas parler des choses tragiques qu'il faut effectivement enterrer, cette expression d'arrogance, cette expression de mépris. Et ça, malheureusement, les années qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui nous montrent qu'effectivement, nous sommes dans une relation de mépris des dirigeants vis-à-vis de leur peuple. Et puis, ce drame des disparus, avec le drame de 127 jeunes Kabyles qui ont été assassinés, eh bien, ces dossiers-là, brûlants en 2001, ces dossiers-là brûlants, ne connaîtront malheureusement pas d'issue tant que le pouvoir en place est ce qu'il est. Parce que la propension de ce pouvoir, l'attitude de ce pouvoir qui, encore une fois, est totalement méprisante et non pas de clarifier, comme le dit l'avocat que nous venons d'écouter, Maître Mesli, pour eux, traiter un dossier, c'est tout simplement l'enterrer. L'enterrer avec les morts, l'enterrer avec les vivants qui sont quelque part peut-être pour un certain nombre enfermés, on ne sait pas, déportés, etc. Vous savez, il y a ce qu'on appelle peut-être en psychologie, en psychanalyse, le syndrome du gisant. On l'a vu avec Amir Chessi-Houas, 2 cadavres, deux héros de la guerre de libération nationale qui ont été mis sous séquestre par le colonel Boumediene dans les sous-sols de la gendarmerie et on les a mis sous scellés. Et c'est une attitude, malheureusement, qui continue. Je crois qu'on ne pourra véritablement traiter ce dossier-là qu'avec une mobilisation massive et avec un regard aussi extérieur des ONG internationales. Brahim Younsi. Est-ce qu'on peut tourner la page les Fatmet, comme on l'a dit? Certainement pas. Je l'ai dit sur votre plateau la dernière fois, que le passé est mort n'existe qu'en Algérie. Je voulais juste rappeler que la dame qui a posé la question à Bouteflika, donc c'est une maman, elle a fait une déclaration sur notre chaîne. Elle a dit la déclaration que son fils avait fini ses études en sciences économiques et qu'il avait 23 ans et qu'il a été enlevé donc par les services de sécurité. Oui, mais c'est le cas de la quasi-totalité des disparitions forcées. C'est les services de sécurité qui les ont enlevés. Cela est indéniable. Quoi que dise Nazzar, il peut dire ce qu'il veut. Le chiffre qui est avancé de 20 000 à 25 000 disparitions forcées, moi je lui donne le crédit. Les services de sécurité ont enlevé beaucoup eux, ils parlent de 7 000 à 8 000 personnes. Oui, mais ces 7 000 ou 8 000 personnes, nous n'avons pas vu Rachid Mesli vient de le dire. Il dit régler, traiter les choses alors qu'il n'y a aucune enquête qui a été faite. Il y a des familles qui ont été tout simplement forcées d'accepter les indemnisations. C'est cela traiter, c'est-à-dire on leur a donné quelques dinars et c'est terminé, le dossier est fermé. On n'en parle plus. Bon, mais je l'ai dit la dernière fois ici, notre passé est toujours présent parce que nous le voyons tous les jours, ou quasiment tous les jours. Les parents, les familles manifestaient dans les rues d'Alger pour demander la vérité, savoir où sont leurs enfants. Elles sont finalement en face d'un triple traumatisme. Le traumatisme de la disparition, le traumatisme du mépris et le traumatisme effectivement de la non-considération de l'enquête
qui n'est pas menée. Et Donc c'est une accumulation de tout à fait, traumatismes. tout à fait, Et je crois tout à que fait. franchement, pour des Algériens qui ont connu la guerre, l'après-guerre, qui ont connu le colonialisme, très franchement, c'est un mépris inacceptable. Il y a le dossier des disparus, des disparitions forcées. Il y a aussi d'autres dossiers qu'il faut absolument ouvrir. C'est les exécutions sommaires. Et j'en suis une victime aussi, si j'ose dire, parce que cela est arrivé dans ma propre famille. Les tortures, ou la torture, c'est des dossiers qu'il faut absolument ouvrir. C'est des cas terribles qui ont eu lieu en termes de torture. Les exécutions sommaires se comptent par milliers, y compris dans les prisons. C'est horrible. Donc, il faut absolument que ce soit une commission internationale, absolument, une commission internationale qui le fasse, parce que la justice algérienne est d'abord incapable de le faire, et ensuite, nous savons, elle est aux ordres. Elle est aux ordres, cette justice. Samir, je pense que, non, pas du tout, en fait. Je pense que tous les psychologues, comme vient de le rappeler, tous les psychologues diront qu'on n'efface pas juste un truc comme ça sans traiter, sans trouver des solutions, ou du moins, y compris psychologiques, aux gens qui ont été malmenés, choqués, traumatisés. Et on voit bien, je pense, on vient de l'entendre, que le problème des disparus et les problèmes qui ont été posés par la décennie gravissime que nous avons vécue en Algérie dans les années 90, ils sont encore vivants jusqu'à ce jour. Je veux dire, les problèmes sont vivants malheureusement. C'est-à-dire que si on ne traite pas les problèmes, ils vont continuer à ressortir, y compris si il se passe des choses graves. C'est ce genre de choses qui vont remonter à la surface et qui deviendront de la violence. Parce que les gens qui ont subi la torture, le meurtre, etc., si on ne s'occupe pas de ça, demain, il risque de rejaillir d'une manière très violente. Et je pense que malheureusement, en Algérie, on n'a pas fait le nécessaire, comme ça a été fait dans d'autres pays, parce qu'il y a des expériences dans d'autres pays où on a géré ce genre de situation. Et il y a une petite expérience toute à côté de chez nous, la Tunisie. Ils sont en train de traiter la torture, etc., via une commission, via une justice transitionnelle, etc. Et je pense que pour nous, les Algériens, on doit aller vers un état de droit, changer de régime, etc., pour créer les conditions qui feront que ce genre de situation, on peut les traiter. Pour le moment, nous n'en sommes pas là, malheureusement. Je reviens à vous, Maître Mesli. Maître Mesli, pourquoi ces déclarations de Sellel dans ce temps précis? Pourquoi maintenant? Est-ce qu'il y a eu des pressions de l'ONU, par exemple? Alors vous savez, c'est des déclarations cycliques. Depuis 15 ans, tous les responsables algériens, d'une manière cyclique, affirment que le disparu est classé ou est effectivement classé. En réalité, c'est la meilleure preuve qu'il n'est pas classé. Par le seul fait qu'à chaque fois les autorités politiques font cette déclaration, ça prouve que le dossier n'est pas classé. Et effectivement, le dossier n'est pas classé. D'abord, au niveau de l'ONU, il n'est pas classé, malgré les tentatives et malgré la mobilisation de la diplomatie algérienne depuis une quinzaine d'années pour tenter justement de classer ce dossier. Ça a été un échec total. Jusqu'à aujourd'hui, le Comité des droits de l'homme, le groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées continuent à demander des comptes au gouvernement algérien. Et ils ne se tairont pas, ils n'arrêteront pas tant que ces dossiers ne connaîtront pas une véritable solution. Ça veut dire tant que ces dossiers ne seront pas clarifiés, ils ne seront jamais classés par les Nations Unies. Donc il est évident que toutes les tentatives de la diplomatie algérienne ou des autorités ou du gouvernement pour tenter de classer ce dossier ont été depuis 15 ans un échec total. Maître Mesli, si je peux vous poser juste une petite question justement, parce que la justice suisse vient de classer le dossier Khaled Nzar qui était en cours chez eux, et ça contredit un peu ce que vous venez de dire, puisque
Vous dites que ce n'est pas classé à l'échelle internationale, notamment à l'ONU et tout, ce qui est vrai, hein, je ne contredis pas ça, bien sûr. Mais comment expliquer ce que vient de faire la justice suisse qui a classé le dossier Khaled Nsar qui était en cours? Alors, bon, la justice suisse, ce n'est pas la justice internationale et ce n'est pas l'ONU. Le dossier Nsar, à ma connaissance, n'a pas été définitivement classé. Il y a eu effectivement une décision du procureur de le classer, simplement sur la base que le procureur a considéré qu'il n'y avait pas de conflit armé en Algérie. Ça, c'est une façon, c'est une interprétation du procureur. Cette décision de classement a fait l'objet, d'après le communiqué de l'ONG Trial, d'un appel au niveau fédéral. Et donc le dossier, de toute façon, n'est pas définitivement classé. Brahim Younsi, je Oui, pense. tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Maître Msli. Le dossier n'est pas classé. Il y a un recours. Il y a un recours. D'autre part, Concernant l'affaire Nsar, ce n'est pas terminé. D'autre part, le procureur fédéral suisse ne dit pas que Nsar est innocent. Il dit tout simplement, comme le dit Rachid Msli, il n'y a pas eu conflit armé. Et il n'y a pas de guerre, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu une armée en face du pouvoir. Voilà ce qu'a dit le procureur. Or, par définition, il y avait une guerre. Il y avait bel et bien une guerre qui a impliqué des dizaines de personnes. Même Bouteflika, en ce moment, l'a dit, Rana fi harb. Absolument. Mais pas seulement. Même Nsar a dit cela 1000 fois, que c'était une guerre qui était menée, etc. Voilà. Il faut rajouter aussi peut-être que les choses qu'on reproche, notamment à Khaled Nsar en tant que responsable pendant les événements, sont imprescriptibles, c'est-à-dire que tout ce qui est crime contre l'humanité, torture, etc., on peut toujours créer des lois, etc., mais demain après demain, c'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle on veut absolument dire que les dossiers des disparitions forcées ont été réglés, traités, finis, on n'en parle plus. 96% des dossiers sont traités. Pour dire qu'il n'y a pas plus de problème. Ça dépend dans la tête de qui? Bien sûr, absolument. C'est-à-dire toute la question est de savoir régler peut-être politiquement à l'algérienne au sens du pouvoir algérien, ou juridiquement, ou psychologiquement, etc. Peut-être qu'effectivement, sur un certain nombre de problèmes que pose cette affaire, il y a peut-être quelque chose qui a été réglé. Mais ce quelque chose, que représente-t-il? 1% du travail à faire. Parce que la vérité n'est pas établie. Absolument. Et encore une fois, je fais le parallèle. Je pense que... Sans faire de comptabilité macabre, je fais le parallèle avec les 127 jeunes qui ont été assassinés, les balles dans le dos, au printemps berbère de 2001. Un rapport a été fait montrant effectivement la responsabilité de la gendarmerie, mais le général Bousta n'a jamais été interpellé, n'a jamais été inquiété, n'a jamais été interrogé, rien, aucune suite. C'est le cas aussi pour octobre 88. Je pense qu'on va essayer de... Très rapidement, Rachid Msli, les chiffres qui ont été avancés, je pense qu'on essaiera de traiter tous les sujets, mais il me semble que ça va être très très difficile. Il nous faut, je pense, 2 heures pour en débattre. Très rapidement, Maître Msli, pour les chiffres, on a entendu des chiffres qui tournent autour de 7000, 7500, alors que les ONG parlent de 20 000 et peut-être plus. Écoutez, sur le nombre des disparus, évidemment, il y a des chiffres contradictoires. Il faut savoir que les autorités elles-mêmes ont d'abord reconnu 4000, pour ensuite nier totalement qu'il y avait des disparitions forcées. Ensuite, ils ont avancé le chiffre de 6000, ensuite 7000, quelques mois après 8000, pour revenir ensuite pour nier qu'il y avait eu des disparitions. Bien évidemment, on ne peut pas savoir le nombre réel des disparitions tant qu'il n'y aura pas de véritables enquêtes qui seront faites. Vous savez, il y a seulement quelques mois, nous avons fait une enquête dans une région totalement isolée au sud de Médéa, dans un tout petit village de quelques centaines d'habitants.
nous avons recensé plus d'une centaine de disparitions forcées. C'est des cas qui n'avaient jamais été connus ou qui n'avaient jamais été portés à la connaissance ni des ONG et bien sûr de l'ONU. Donc, tant qu'il n'y aura pas des enquêtes, on ne saura pas le chiffre réel. Mais bien évidemment, il est certainement bien au-delà des chiffres qui ont été avancés par le régime algérien. Très bien. Rachid Mesli, je voulais juste avoir une petite intervention. On va faire un peu, si on peut dire, la liaison entre ce sujet et un autre, les déclarations de Roulam Allah, qui ont choqué beaucoup de monde. Peut-être de l'autre côté, que aussi n'ont pas choqué. Il a dit que, je pense qu'on a la vidéo, on essaiera d'écouter la vidéo et on reviendra. Roulam Allah, la déclaration. On a la vidéo. Oui. صح وطنيه وتخدم وتشتغل وتبني في البناء الوطني. الناس اللي جابوا الرئيس بوضياف ربي يرحمه وكلفوه وداروا له في لسانه يقول مدرسه راهي منكوبه، ما بقاش اسبوع ونكبوه هو في نفسه، قتلوه. هذوك اللي قتلوا الرئيس بوضياف هما اللي داروا له يقول باللي المدرسه الوطنيه مدرسه منكوبه، ومن هذاك الوقت هي منكوبه. Maître Rachid Mesli, des déclarations très graves. En termes de justice, qu'est-ce que ça représente ces déclarations? Oui, j'ai été surpris. C'est quand même un ministre qui affirme que les personnes qui ont amené Boudiaf, c'est-à-dire Ali Haroun, Nzar, le général Djouadi, les personnes qui l'ont amené sont connues. Hein, c'est le petit quarteron des putschistes qui ont fait le coup d'État de 92. Donc ce seraient ces personnes qui l'auraient assassiné. Le parquet général est tenu là de réouvrir le dossier. C'est un élément nouveau dans cette affaire puisque c'est un ministre qui l'affirme. Donc la justice est tenue normalement, une justice qui se respecterait, de réouvrir le dossier pour continuer à faire une enquête et à entendre, entre autres, ce ministre qui vient de faire cette affirmation. Restez avec nous, Maître Mesli. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais j'apprécie beaucoup si vous pouvez rester avec nous. Je vais donner la parole encore à Hassan Hirash. Déclaration très très grave, dit Rachid Mesli. C'est absolument surprenant parce que d'abord l'assassinat de Boudiaf est une tragédie. Très rares sont les pays qui ont connu l'assassinat de leur président. Il s'agit, encore une fois, d'un point de vue déjà psychologique, d'un parricide. Il s'agit quand même du père de la nation, dans tous les sens du terme, parce qu'il a été quand même, pendant la révolution algérienne, le responsable du CRUA, celui qui a impulsé la prise des armes contre le régime colonial. Et là, effectivement, on le ramène pour pouvoir légitimer le pouvoir en place, suite au chaos qui a suivi l'interruption des élections. Et donc là, un ministre qui nous dit que ce sont ceux qui ont proposé à Boudiaf de venir rétablir l'ordre et faire avancer le pays dans la paix, ce sont ceux-là qui l'ont tué. C'est une affirmation, ce n'est pas une question. Donc effectivement, il y a matière à réouvrir le dossier, en tout cas d'un point de vue politique, c'est sûr, mais aussi d'un point de vue judiciaire. Parmi tous les mensonges que ce ministre a proférés, c'est la seule vérité qu'il a dite. Il faut le rappeler qu'il était presque 15 ans ministre des Affaires religieuses. Oui. Mais là, il dit une vérité. Et c'est l'évidence que ce sont ceux qui l'ont ramené, qui l'ont tué ou fait tuer. C'est une évidence. Nous le savions. Mais le problème, c'est qu'il y a une justice, enfin il y a une justice, il n'y a pas de justice.
Sinon, il y a longtemps que les criminels, les assassins de Boudiaf, seraient sous les verrous, auraient été condamnés. Parce que le pouvoir judiciaire ou l'autorité judiciaire, et bien entendu, les autorités en place, savent qui a commandité ce crime. Ils le savent très bien. Et ils savent les raisons pour lesquelles Mohamed Boudiaf a été assassiné. Je pense que dans le cas de l'assassinat de Boudiaf, sa famille et beaucoup d'observateurs et d'acteurs politiques algériens ont dit qu'il y a de gros doutes sur la version officielle concernant son assassinat. Et ce qui est étonnant, c'est que la justice algérienne ne se saisisse pas de déclarations comme celle-là et clarifier les choses, au moins de ce point de vue, c'est-à-dire que la justice, elle est là. Je pense que la conclusion à tirer, c'est que ni le régime algérien, ni les autorités algériennes telles qu'elles sont actuellement, telles qu'elles sont depuis 92 ou même depuis 62 finalement, ils n'ont pas l'intention de faire la vérité sur ce genre de choses. Il y a eu des assassinats, il y a eu énormément d'assassinats, les affaires n'ont jamais été réglées. Il y a plusieurs dossiers qui sont voilà. clos aussi, voilà. en tout cas Voilà. enterrés. Hein. Voilà. L'affaire Missili, et nous en sommes encore là. Et d'autres affaires encore. Il y a plein de dossiers qui sont enterrés et qu'il faut absolument Et en tant ouvrir. que citoyens, nous, on interpelle les autorités pour qu'ils règlent ce genre de problème. Nous sommes des citoyens très mécontents par rapport à ça. Rachid Mesli, sur un autre dossier aussi, on aimerait avoir votre expertise. Est-ce que Bouteflika a le pouvoir judiciaire d'ordonner de mettre fin aux activités d'Ali Belhadj et de lui interdire de quitter Alger? Non, bien évidemment qu'il s'agit d'une violation de la Constitution par le président de la République qui a fait le serment de respecter la Constitution. On se retrouve dans une situation totalement hors la loi. Nous avons un président de la République qui est hors la loi. Il faut rappeler qu'Ali Belhadj fait l'objet de persécutions depuis qu'il a été libéré de prison en 2003. Il faut rappeler que l'Algérie a été condamnée par les Nations Unies dans l'affaire de Ali Belhadj. Les Nations Unies ont considéré qu'il avait été arrêté, détenu et condamné d'une manière arbitraire. Et l'Algérie est condamnée à lui verser des réparations. Et quand est-ce que cette condamnation a été est sortie? Écoutez, il y a une décision du Comité des droits de l'homme de l'ONU en 2006 qui condamne les autorités algériennes à verser à Ali Belhadj des réparations, à le réintégrer dans son travail et à cesser de le persécuter. Vous savez que s'il fait une nouvelle plainte au niveau de l'ONU, je sais que Ali Belhadj n'aime pas trop recourir au mécanisme des Nations Unies, mais s'il devait faire une nouvelle plainte, l'Algérie serait de nouveau condamnée. Bien évidemment que la décision qui a été prise contre lui est totalement illégale. Maître Rachid Mesli, je voudrais vous remercier pour intervention. Je sais que vous nous avez accordé plus de temps qu'il fallait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Rachid Mesli, pour votre intervention. On essaiera de revenir un peu aussi aux déclarations des ministres. La déclaration de Green, que beaucoup de monde ou d'observateurs en Algérie n'ont pas compris. Un petit conseil un conseil de ministres restreint qui est fait pour la chaîne Al-Magharibi. Donc, qui dit, je pense qu'on a la vidéo, donc les paroles de Green. On entend la vidéo, s'il vous plaît. عندك شك طبعا هي قناه خارجيه وباش نحل المشكل لابد مشكل دبلوماسي يعني مع البلدان يعني لا راهي موجوده فيها المغربيه ونقدر نقول لك رانا درنا مجتمع وزاري مصغر ما تكلمناش عن المغربيه لكن تكلمنا عن بعض عن القنوات عن
مش في الجزائر، القنوات الخارجيه اللي راه في الخارج اللي يخطفوا ويشتموا ويهاجموا الجزائر كثير منهم، مش المغربيه، كاين بعض القنوات طبعا مهما كانت القناه في الخارج صعيب على الدوله الجزائريه باش تدخل في امور هذا البلد. مثلا القناه اللي هضرت عليها موجوده في انجلترا، هذا هو حسب رايي. اذا ماهيش موجوده في الجزائر، موجوده في بلاد مستقل ديمقراطي حر، وقلت لك الامر ما يكون ما امر دبلوماسي. Donc ça c'est Hamid Green. Je pense que... Qu'il avoue quelque chose de terrible pour que l'Algérie n'est pas démocratique. C'est un ministre qui le dit. Il dit ailleurs ils sont démocratiques, donc c'est difficile. Et il essaye de faire des pressions sur la Grande-Bretagne pour... Oui, mais c'est un pays démocratique qui permet la libre expression. Ce qui n'est pas le cas de l'Algérie, visiblement. Mais oui, l'Algérie n'est pas un pays où l'on peut s'exprimer librement. C'est ce qu'il vient de dire. C'est quand même terrible. Bon, enfin, Hamid Green... Faire un conseil de ministres restreint mais sur une chaîne, ce conseil de ministres restreint... Qu'on voit des défis sécuritaires, des défis économiques que connaît l'Algérie, secteur de la santé, secteur de l'éducation. Est-ce que c'est normal qu'on entende des ministres s'exprimer de cette façon ou faire des déclarations de... Si l'Algérie, si le pouvoir était un pouvoir démocratique, réellement issu de la volonté populaire, El Magharibia elle-même ne s'exprimerait pas de l'extérieur. Elle serait en Algérie. Là, El Magharibia apporte la preuve qu'il n'y a pas de liberté d'expression dans ce pays. C'est cette preuve-là qu'elle apporte quotidiennement. Les critiques ou ce que nous disons ici, est-ce la vérité ou pas? Je crois que chacun d'entre nous ici, en parlant des disparus, nous avons dit des vérités. Que disons-nous? Faisons des enquêtes. Est-ce qu'il y a une justice dans ce pays qui doit réparer les choses? La justice est là pour réparer. Hirsch a parlé de psychologues. Les psychologues sont là aussi pour réparer les choses. Est-ce que la justice répare, rend justice aux victimes? C'est ce que nous disons. Nous ne disons pas des choses qui soient en dehors du droit, en dehors des libertés publiques. Car voilà, il n'y a pas de liberté publique. Ali Belhadj, le chef de l'État, si c'est lui qui l'a fait, décide tout seul de mettre en résidence un citoyen sans que la justice ait eu son mot à dire. Ben oui, voilà. C'est ça la dictature, c'est ça l'arbitraire. Nous sommes dans un régime depuis des décennies qui repose sur l'arbitraire. On arrête des gens, on ne sait pas qui les a arrêtés. On les met en prison sans jugement. Est-ce que c'est ça la vérité ou pas? Mais le peuple algérien est là pour dire, est-ce que l'on torture encore aujourd'hui en Algérie ou pas? On torture, on frappe les gens, on humilie quotidiennement les gens. Est-ce que c'est la vérité? Et on va venir aux inondations, aux intempéries. Et là aussi, c'est une question de droit, et de droit humain, de droit de l'homme. Hassan Hiral. Moi, je suis absolument sidéré parce que là, il y a un problème d'éthique. Hamid Green, qui était connu comme un intellectuel, et puis journaliste lui-même, et qui défendait la liberté d'expression. Et puis, dès lors qu'il est dans le système, il est transformé en agent stalinien de répression. Je pense que c'est extrêmement grave pour notre pays, d'autant plus qu'un pays comme celui-ci, qui se sent déstabilisé par une chaîne de télévision, par Facebook, par des sites internet, je crois véritablement qu'ils sont en train d'avouer leur fragilité, qui sont en train d'avouer la panique qui s'installe à la moindre petite liberté d'expression qui montrerait aux Algériens ce masque que porte le pouvoir, cette tromperie qui date, comme l'a dit Brahim, depuis des décennies et des décennies. C'est un régime totalitaire, un régime qui fait la guerre à son peuple. Et je crois que là, effectivement, ils sont en train d'avouer eux-mêmes que c'est un château de cartes et que, j'espère, on n'en aura plus pour longtemps. Samir, Hassan Hiral a parlé donc
des réseaux sociaux de Facebook. On a entendu les déclarations de Houda Ferhoun concernant les activistes donc, sur les réseaux sociaux Facebook. Vous êtes un expert en la matière, si on peut dire. J'avais suivi ça, ouais. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire donc, Je rejoins ce qui vient d'être dit. C'est juste que c'est des signes que, comme quoi l'Algérie, c'est quand même une dictature. Enfin, le régime algérien, c'est quand même une dictature qui s'attaque à tout ce qui est liberté d'expression, qui s'attaque à tous les droits fondamentaux des Algériens. C'est un scandale et on dénonce ça, on milite pour que ça change. Et voilà, ils s'en prennent à Internet. Des journalistes et des blogueurs et des citoyens normaux sont condamnés à de la prison ferme pour avoir partagé une vidéo ou pour avoir partagé un dessin sur Facebook. C'est une dictature pure et dure que nous dénonçons. Voilà. Je sais que vous voulez parler de Frare. Oui, juste pour rappeler qu'il a fait une grève de faim et que ça fait presque une semaine qu'il est à l'hôpital. Oui, docteur Kemal Din Frare est en situation de danger d'une rare gravité parce qu'il est effectivement à sa 5e grève de la faim qui vient d'entamer pour les mêmes raisons, à savoir son arrestation arbitraire, à savoir un dossier qui est complètement vide, à savoir aussi que là, de la même façon tout à l'heure qu'il y a les déclarations donc, de ce ministre-là, qu'il y a eu des déclarations de Saïdani, qui était à l'époque chef du FLN, qu'il y a eu des déclarations d'Ahmed Yahya, chef de cabinet du président de la République, qu'il y a eu des déclarations de Sellel, Premier ministre de ce pays, et qui ont effectivement accusé le docteur Kemal Din Frare d'avoir manigancé, d'avoir mené le Mzab au chaos qu'eux-mêmes ont mené. À ce moment-là, à partir de ces déclarations-là, eh bien, venez témoigner devant le tribunal. Voilà ce que demande le docteur Kemal Din Frare. Il demande tout simplement à ce que tous ces gens qui ont accusé d'ailleurs le général Médiane, dit Toufik, d'avoir été à l'origine de ce qui s'est passé au Mzab. Donc il y a des contradictions déjà au sein des hommes qui nous gouvernent aujourd'hui, de façon dictatoriale. Donc Kemal Din Frare est aujourd'hui ballotté entre les geôles où il n'a même pas le droit de se soigner, où il n'a même pas accès au moindre petit soin alors qu'il a une maladie chronique, transbahuté entre les geôles et l'hôpital où on l'emmène juste pour le réanimer et pour qu'il continue sa grève de la faim. Donc nous sommes effectivement dans une situation stalinienne, dans une situation à la Corée du Nord, où j'ai dit que sur mon post sur Facebook, nous sommes en face d'une république de sadocratie, c'est-à-dire de sadisme, c'est-à-dire une politique perverse de violence à l'égard des citoyens et une justice effectivement qui est aux ordres, comme ça vient d'être signalé. Encore une fois, le Mzab a été victime, et on l'a vu, des commerces qui ont été détruits, des maisons qui ont été détruites, des citoyens qui sont... Aujourd'hui, il y a plus de 160 prisonniers du Mzab qui attendent d'être jugés, qui ont été arrêtés injustement et ça a été géré d'une façon arbitraire. Et il y a eu 3 morts déjà dans cette prison suite à des grèves de la faim. Et aujourd'hui, encore une fois, le docteur Kemal Din Frare, qui fait partie de la solution dans cette région du sud algérien, et au lieu justement de lui donner l'importance qu'il mérite d'avoir et d'être un intermédiaire pour la société Mzab, pour le peuple Mzab, pour résoudre les problèmes dont ils sont victimes, eh ben on le met en prison, tandis que des gens qui ont détourné avec les affaires qui ont été révélées par Wikileaks, des gens qui ont... Panama Papers. Absolument, qui ont dilapidé les biens publics et ça a été étalé sur la presse nationale, cela effectivement reste libre et on continue d'avoir un régime à la Corée du Nord et malheureusement c'est seulement avec notre mobilisation que nous pouvons faire fléchir ce pouvoir. Très bien. Ils me disent qu'il ne reste pas beaucoup de temps. On essaiera de thèmes encore. On parlera d'autres déclarations des ministres. Le ministre de l'Intérieur menace les partis qui boycottent les législatives
donc un terrain politique, peut-être Brahim Younsi voudra intervenir le premier. Mais là encore, c'est un peu comment il s'appelle le ministre de la Communication, c'est un peu Green, hein, oui. c'est un peu Hamid Green. Le ministre de l'Intérieur dit au parti, nous vous avons donné naissance au BIC. Nous vous avons créé pour participer aux élections, pour rendre les élections crédibles. Sans votre participation, ces élections n'auront aucun sens, ne seront pas crédibles. Voilà ce qu'il est en train de dire au parti. Et puis il les menace. Il les menace. Si vous ne venez pas, eh bien, nous allons vous dissoudre. Eh bien, qu'il le fasse. Samir. Moi, je rajouterais juste, il a complètement raison, je rajouterais juste une chose à propos des partis politiques qui ont été agréés par les autorités, etc. C'est que, justement, le ministre, il demande son dû. Et du coup, les partis politiques qui existent là, pour la plupart, ils participent à, nous, c'est ce qu'on appelle zerdet du régime. Ils participent, y compris, je suis désolé, y compris pour ceux qui boycottent aujourd'hui. Hier, ils avaient participé. Demain, ils vont participer. Du coup, la scène politique, elle est ce qu'elle est. Il y a des signes révélateurs comme les déclarations des ministres. Et encore, juste pour terminer sur ça, j'ai envie de dire que ce que disent les ministres, ce que font ces partis et tout, ce n'est pas la réalité de la situation politique algérienne. Tout ça est du carnaval. Et ils animent une scène politique qui n'est pas une scène politique en réalité. On n'arrive pas à faire de la politique en Algérie et les Algériens ils n'ont pas le droit de faire de la politique. Et puis on anime un peu avec des déclarations, des feux comme ça pour faire des gesticulations. Des gesticulations, faire croire qu'il y a de l'animation là où en réalité il n'y a aucune animation réelle. Très bien. Je pense qu'on va en finir avec les intempéries parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. On a une petite vidéo, Hassan Hirash, Brahim Younsi, Samir. Je pense c'est des enfants qui s'expriment, qui disent que je pense. Est-ce que la vidéo, elle est prête? Elle n'est pas prête. Donc, quand elle sera prête, la vidéo, on essaiera de la faire passer. Mais on a eu des morts, il y a eu des morts, il y a eu plusieurs blessés, des routes coupées, juste pour des chutes de neige. Alors qu'on a dit qu'on a dépensé presque 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars pour en arriver à presque chaque année les mêmes soucis pour les citoyens. Pas de gaz butane. Algérie, 6e exportateur du gaz naturel. Comment expliquer ça? Je pense que c'est tout un ensemble. C'est un système qui prend de l'eau de toutes parts. C'est un système qui gère les problèmes de l'Algérie à la petite semaine. Il n'y a aucune espèce d'anticipation, aucune espèce de planification. Les problèmes, on les connaît d'avance. Il y a la région de Kabylie qui est toujours menacée par les hivers. Il y a Alger qui est toujours menacée par les inondations. Il y a la région du Sud qui sont toujours menacées par des périodes de chaleur excessive. On assiste effectivement à une déconfiture au niveau du pouvoir. Ils ne sont même pas capables de prévoir ce genre d'intempéries parce qu'il y a des intempéries politiques. Et c'est des intempéries qui ont été prévues. Hassan, on a la vidéo, ils me disent, on essaie d'écouter la vidéo et on reviendra. Calamité politique. طلعنا نمسيد ما حاوزونا خاطرش طاكسيات ما كاش. نوضنا صباح بنروحو نقراو قلنا الثلج يصب ما قريناش ما كاش كاع وسائل النقل. رحنا نقراو قالوا لنا ما تجوش قلنا لهم علاه قالوا لنا الاساتذه ما جاوش. اليوم ما قريناش بسبب الثلوج لان الاساتذه يسكنوا بعاد. اما في واحد ما طلع علينا من الصباح من 7 وحنا هنا. والو ما كان حتى واحد من الصباح والطريق مهرميه. Donc ça, c'était quelques témoignages des citoyens, des enfants, donc des écoliers. Nous avons vu des images, pires que celles que vous montrez, des citoyens dans la précarité la plus totale. L'Algérie, c'est la précarisation. C'était grâce à la solidarité des citoyens entre eux. Il a parlé de la Kabylie, il y a d'autres régions d'Algérie où l'on a vu que les gens, par exemple, n'ont pas de chauffage, font plusieurs kilomètres pour acheter une butane. C'est-à-dire que la question qui se pose, c'est celle de l'aménagement du territoire.
Il n'y a pas d'aménagement du territoire. On n'a pas aménagé le territoire. C'est une question fondamentale. Et quand on voit des milliards de dollars qui ont été dépensés, je vais vous donner un chiffre. La plus grande mosquée d'Afrique qui coûtera 2 milliards de dollars, 80%, l'autoroute Est-ouest qui a coûté 17 milliards de dollars. Mais on a donné la réponse tout à l'heure. La corruption est ce que vous savez, elle est généralisée. C'est des milliards de dollars qui vont dans la corruption. Mais 80% de la richesse nationale est détenue par 10% des Algériens. C'est-à-dire que vous avez 90% des Algériens globalement qui vivent quasiment dans la précarité. Qu'ils soient de la classe moyenne inférieure ou de la classe moyenne supérieure. Ils vivent tous dans la précarité. La précarité à l'emploi. Parce que le chômage les touche ou les touchera, étant donné la situation socio-économique que nous vivons aujourd'hui. Les logements qui sont construits, les logements neufs, ne sont pas dotés de chauffage. Même à Alger, les gens grelottent, les gens froient. Oui, les écoles. Les écoles, etc. C'est cela le problème. 2 minutes, c'est Brahim. Samir, vous voulez intervenir? Vas-y. À propos, les Algériens sont laissés à leur sort par les autorités et je dis comme ça vient d'être dit, c'est la ratage totale de la part du gouvernement et des autorités et du régime en place. Et j'ai envie juste de rajouter, parce que sur Facebook j'ai vu une petite vidéo d'Algériens qui essayent d'aider les réfugiés africains parce qu'eux aussi sont dans la rue complètement démunis et avec le froid, la pluie, la neige, etc. C'est la population qui a été les aider, on les a nourris, on leur a donné les couvertures. C'est la misère qui aide la misère. Voilà, contrairement aux autorités qui les ont chassés, raflés et expulsés. Tout à fait. Je crois que la question des 1000 milliards que vous posez devant les téléspectateurs, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, à partir du moment où tout vient d'un pouvoir central, de cette équipe complètement corrompue, on assistera, tant que cette équipe est en place, on assistera toujours à ce détournement massif des deniers publics. Tant qu'il n'y a pas des pouvoirs locaux, des pouvoirs régionaux, avec toutes les prérogatives qu'ils doivent avoir, tant que le citoyen n'a pas justement la possibilité de gérer sa localité, tant qu'il n'y a pas une démocratie de proximité, on assistera toujours à ce détournement massif du pouvoir. Les mêmes effets. Absolument. Merci beaucoup, merci. On pouvait continuer pendant une autre heure, mais ils me disent que le temps de l'émission est terminé. Je voudrais remercier tous mes invités. Maître Rachid Mesli qui était avec nous, directeur juridique d'Al Karama en Skype de Genève. Monsieur Hassan Hirash, docteur en sciences économiques et spécialiste de la PNL. Monsieur Brahim Younsi, vous êtes président de l'UDM, et Samir Belatesh, militant pour les droits de l'homme. Merci, chers téléspectateurs. Restez bien au chaud. Merci à toi. Merci. Il fait froid,